Bonjour à tous, bienvenue sur le premier live de la chaîne YouTube FFBB Formation. Je vous souhaite la bienvenue à tous. On va faire ce premier live avec Hervé Coudray, donc je vais rapidement présenter Hervé. Avant ça, je vous propose de poser vos questions durant l'intervention via le commentaire et je relayerai ces questions auprès d'Hervé en temps voulu. Donc on essaie d'avoir un maximum d'interaction, posez vos questions et on relaiera ça tout au long de l'intervention. Donc Hervé Coudray, CTS de la Ligue de Normandie, actuellement coach du STB Le Havre aussi en National 1. C'est un coach plutôt expérimenté qui a eu de multiples parcours dans le monde professionnel, notamment dans le basket féminin avec l'épopée de l'USO Mondeville et d'anciennement Valenciennes, mais aussi dans le secteur masculin puisqu'il a contribué à la montée du CBC, du camp basket en Pro B et a fait des saisons en N1 et en Pro B. Et actuellement est sur le club du Havre. En plus de ses expériences en club, il a aussi coaché sur des niveaux internationaux de sélection, puisqu'il a eu en charge une sélection nationale U19 équipe de France sur un championnat du monde, mais aussi a participé à la Coupe d'Afrique des Nations avec la sélection féminine du Mali. Voilà. Bonjour Hervé. Bonjour Pierre-Olivier. Tout se passe bien? C'est pas trop dur un coach en confinement? C'est un peu comme un lion en cage, mais il profite de ce moment-là pour se former, pour continuer à avancer et à prendre des informations sur le basket et à partager un peu son expérience avec d'autres entraîneurs. Bon, merci en tout cas d'avoir répondu à notre sollicitation. Tu vas nous parler de comment tu construis tes équipes et notamment comment tu as construit ton équipe du STB Le Havre cette saison. Et donc, je vais te laisser la main et partager ton expérience sur ce domaine-là. Merci Hervé. Merci, bonjour à tous. Comment construire une équipe? Je vous propose un plan qui va être assez classique, mais qui va surtout vous montrer que construire une équipe, c'est de la même façon que construire une équipe de basket, c'est aussi construire son équipe dans une entreprise. Et il faudra à l'intérieur de ça avoir un état d'esprit, être capable de mettre en place une hiérarchie, être capable de mettre en place l'expression collective, le collectif que vous voudrez mettre en place, et comment ça se traduit vraiment pour une équipe de basket, entre la structure et la polyvalence des joueurs qu'il faudra avoir, comment faire un aparté sur le recrutement et les règles importantes de construction véritablement de l'équipe. La première chose, l'objectif que vous devez avoir quand vous construisez votre équipe, c'est vous construisez votre équipe pour être performant, pour que votre équipe évolue en équipe et que ce ne soit pas 5 individus qui évoluent les uns à côté des autres, mais que vous soyez qu'un, que vous formiez une seule et même équipe et que vous soyez capable de créer une dynamique d'équipe. C'est la chose la plus importante. C'est pour ça que certaines équipes, à certains moments, sont capables de faire de grosses performances, alors que sur le papier, ils n'ont pas forcément les meilleurs joueurs du championnat, mais il y a une bonne alchimie qui se forme entre les joueurs et ça crée une très bonne dynamique. La première chose, c'est l'état d'esprit. La deuxième chose, c'est l'organisation générale de l'équipe, la hiérarchie. Et la troisième chose, c'est le collectif. Je vous propose de passer rapidement sur l'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est vous recrutez ou vous avez votre équipe en main et vous avez 10 joueurs. 10 joueurs, c'est 10 fois je, c'est 10 fois moi. Et il faut tout transformer pour que ça devienne un nous, que votre équipe devienne un peu une bande. Vous vous souvenez de l'équipe des braqueuses aux Jeux Olympiques. Eh bien voilà, l'équipe, elle était en mission et elle avait la volonté justement de faire une et même équipe, une seule équipe, une équipe de braqueuses, une équipe qui était une bande qui était là pour braquer la banque. Et bien voilà, quand vous arrivez à avoir cet état d'esprit dans votre équipe, vous êtes capable d'avancer vraiment très loin. La deuxième chose, vous n'êtes pas responsable de l'état d'esprit. Les joueurs sont responsables de l'état d'esprit. Vous avez l'obligation, vous faites en sorte d'avoir des leaders dans le groupe qui soient vos relais et qui fassent en sorte que dans le vestiaire, l'état d'esprit soit positif, l'état d'esprit soit dans le sens de tout le monde va dans le même sens, d'être capable de rapporter les joueurs vers le groupe où l'important c'est l'équipe. Je crois qu'il y a une maxime américaine qui dit team above all. Ça veut bien dire ça. Ça veut dire qu'il n'y a rien de plus important que l'équipe et il faut vraiment que
que les joueurs soient dans un état d'esprit très positif pour aller tous dans le même sens. Faire d'un groupe d'individus une équipe, c'est pas simple parce que vous pouvez avoir des gens d'environnement ou d'environ, je veux dire d'environnement ou de pays différents, de cultures différentes. J'ai eu par le passé des joueurs qui arrivaient du Bronx et des joueurs qui étaient des pays de l'Est avec des sensibilités très différentes. Et pour faire une équipe, il faut que vous arriviez, non seulement entre vous et les joueurs, mais surtout entre les joueurs, à créer une grosse communication, une capacité à coopérer ensemble et avoir de la cohésion. La communication, vous l'aurez quand vous allez vous exprimer auprès du groupe, mais la communication, elle va dans les deux sens. Il doit y avoir de la communication que vous descendez vers les joueurs, mais de la même façon que les joueurs remontent vers vous. C'est pour ça que de temps en temps, vous créez des artifices avec un capitaine, avec un joueur de semaine, ou de manière à faire remonter des informations du groupe. La coopération, vous allez l'avoir à l'entraînement, mais vous l'aurez surtout, vous en aurez surtout besoin lors des matchs. La coopération, la communication lors d'un écran porteur, par exemple, s'il y a un joueur qui est en retard, même si vous avez prévu de défendre d'une certaine façon, de faire un step out, par exemple, et qu'il y a un peu de retard, eh bien, il va falloir changer cette stratégie ou s'adapter le plus rapidement possible, et la communication va être capitale. La cohésion, c'est faire en sorte que on ne peut pas jouer ensemble sur le terrain si on n'est pas cohérent dans la façon de fonctionner, dans la vie de tous les jours, dans la façon de vivre notre équipe à chaque entraînement et en dehors des entraînements. C'est pour ça que l'uniformité des tenues, c'est des choses auxquelles moi j'apporte de l'importance. Ça veut dire que je me mets en retrait par rapport à l'équipe. La chose la plus importante, c'est l'équipe. J'y reviens encore une fois. Ça veut dire qu'on doit avoir un projet commun et qu'on se soit mis d'accord sur ce projet. Si vous avez une équipe et tout le monde n'a pas le projet d'accéder à la division supérieure, eh bien à certains moments, il vous manquera quelque chose pour réussir. Réussir ensemble. Le fait que les braqueuses dont j'ai fait référence tout à l'heure, eh bien voilà, elles avaient l'objectif de récupérer une médaille. Elles avaient la volonté de réussir ensemble. Et la dernière chose dans la cohésion, c'est être capable d'avoir une hiérarchie bien établie et connue de tous. Hervé, la hiérarchie, donc, Hervé, j'ai une petite question. Comment tu fais cohabiter des projets individuels au sein d'un projet collectif ? Bien, c'est l'une des choses les plus importantes, surtout lorsque vous occupez d'une équipe professionnelle où le projet individuel, il est prégnant de la suite de la carrière du joueur, puisque les joueurs sont souvent évalués par rapport au nombre de points, au rebond qu'ils marquent, et il faut que vous arriviez à faire en sorte que ce projet-là, il passe un peu en dessous du projet collectif. Il y a une chose qui est très simple, c'est que quand vous arrivez de toute façon, et moi c'est l'une des discussions que j'ai avec les joueurs, lorsque vous arrivez à avoir une équipe qui est dans le haut du tableau et qui a l'objectif d'accéder à la division supérieure, même si le joueur a des stats ou des rebonds qui sont un petit peu moins importants que les années précédentes, il est mis en lumière. Les coachs, quand ils recrutent, et si je pense au niveau professionnel, ils ne regardent pas simplement le nombre de points, le nombre de rebonds, ils regardent aussi le niveau de l'équipe. Et marquer 20 points dans une équipe qui est mal classée, c'est différent d'un joueur qui va peut-être marquer que 12, 15 points, mais dans une équipe qui est dans le haut de tableau. Eh bien ça, c'est le genre de discussion que j'ai fréquemment avec les joueurs pour que le joueur soit capable d'accepter de peut-être jouer un petit peu moins. Certains joueurs jouaient peut-être 40 minutes dans une équipe faible, et là, ils acceptent de jouer un petit peu moins, mais en se donnant encore un peu plus sur les 30 minutes qu'on va leur donner. Et ça, c'est une discussion que j'ai assez fréquemment avec les joueurs. Merci Hervé. J'ai une dernière question avant d'enchaîner. Est-ce qu'il existe pour toi une différence entre un état d'esprit en club et un état d'esprit en sélection pour construire cet état d'esprit selon deux formats complètement différents, une sélection et une équipe au plus long cours, une équipe de club?
C'est la même chose, sauf qu'une sélection nationale, vous avez la sélection, alors je vais parler de l'équipe de France, vous avez des préparations pour les sélections qui sont de plus en plus courtes, qui durent 3 semaines environ, et donc vous avez l'obligation de faire on va dire tout dans un minimum de temps. L'avantage, c'est que les jeunes, chaque année, moi j'avais l'équipe de France U19 et ils se connaissaient déjà depuis plusieurs années. Alors, même s'il y a certains jeunes qui arrivent en cours de préparation, enfin certains étaient en U16 et ne sont plus en U18 ou U19 et d'autres arrivent en U19. Mais là, j'oserais dire que c'est encore plus difficile, même si ce sont des jeunes et que vous les avez, je vais dire, 24 heures sur 24 pendant la préparation. En club, ce qui est différent, c'est que le joueur, il a fini l'entraînement, il rentre chez lui. C'est encore différent parce qu'il peut avoir un contexte familial, il peut avoir un environnement, et dans le secteur pro, c'est souvent les femmes qui peuvent influencer et retourner un peu la tête des joueurs. Donc, il y a des avantages à la préparation des sélections nationales parce qu'on les a continuellement avec nous pendant les stages. Il y a des avantages avec l'équipe de club parce qu'on les a sur la durée, sur plusieurs saisons parfois. Et c'est ça qui est intéressant parce que l'état d'esprit, elle est véhiculée d'une année sur l'autre par les anciens ou par les joueurs que vous conservez. Merci Hervé. Je vous propose de continuer et d'enchaîner sur la hiérarchie, qui me semble vraiment quelque chose d'important pour que le basket que vous mettiez en place ne soit pas pollué par des gens qui sont concurrentiels dans la même équipe. La hiérarchie, c'est arriver à faire en sorte qu'il y a des joueurs plus importants que d'autres, parce qu'on sait que dans les moments importants, le ballon doit arriver dans les mains du joueur qui est capable de faire la différence, mais en même temps, faire comprendre à tout le monde que tout le monde est important et pas mettre quelqu'un de côté. Le rôle de certains va peut-être être de faire la différence, de créer le décalage, mais l'autre joueur qui recevra la balle, parce que le premier, qui est le joueur important au départ, a créé le décalage, a fixé un deuxième défenseur. Quand il vous donne la balle, eh ben, il faut que le deuxième soit capable de scorer. Et dans cette hiérarchie, ça nous amène à parler de la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, c'est quoi? C'est les meilleurs joueurs de votre équipe. Ce sont des joueurs qui créent l'assise de l'équipe et qui sont les joueurs qui ont le plus d'expérience. Cette année, par exemple, avec l'équipe du Havre, j'avais 3 joueurs. Hugo Suard sur le poste de meneur de jeu, Roca Souzas sur le poste d'extérieur et Jarrell Wright, qui était un joueur intérieur, qui avait une expérience, Hugo et Rocas, qui avaient déjà joué en Pro B, et qui avaient l'expérience de prendre des ballons dans les moments importants. Et je pense en particulier à Roca Souzas, qui sortait d'une saison à Besançon où il avait été clutch à plusieurs reprises. C'est un joueur qui profitait de son adresse et qui permettait justement à l'équipe de faire de belles performances. Leur rôle, eh bien, c'est de rendre les autres meilleurs. Ils ont une expérience, ils ont des qualités techniques ou de connaissances tactiques qui font que les autres, eh ben, vous les rendez meilleurs parce que pour être capable de vous stopper, l'adversaire est obligé de prendre des risques et de venir vous doubler. Je pense à Jarrell Wright, par exemple, lorsqu'il était près du panier. Pour le stopper, il fallait que l'adversaire vienne doubler son poste de jeu et ça créait des décalages et ouvrait des postes, des tirs ouverts pour les autres joueurs. Donc ça rend les autres joueurs meilleurs. Ce sont des joueurs qui prennent des responsabilités, qui les assument et qui, en particulier dans les moments importants, sont capables d'avoir des gros pourcentages de réussite ou d'avoir un maximum d'efficacité. Je me souviens d'un match où Roca Souzas, il reste peu de temps et à l'issue d'un temps mort, je prends l'initiative de faire un système qui justement doit lui permettre de récupérer la balle. Et là, après, il faut aussi faire confiance au joueur sur son talent pour que justement il soit capable de scorer au moment où vous avez besoin de lui.
Donc, la colonne vertébrale, 3 joueurs, en règle générale, un meneur, un extérieur et un joueur intérieur, de manière à ce que ces joueurs-là, ils soient la colonne vertébrale, mais ne soient pas concurrentiels les uns vis-à-vis des autres. Là, on a, même s'il y a 2 joueurs extérieurs, le meneur et le joueur extérieur, c'est 2 postes vraiment différents, et un joueur intérieur. Ce serait un petit peu stupide d'avoir dans votre colonne vertébrale 2 joueurs intérieurs qui quelque part chercheraient à prendre les ballons de manière un peu trop importante ou de manière concurrentielle l'un vis-à-vis de l'autre. La deuxième partie, ou la deuxième hiérarchie, la deuxième colonne de type de joueurs, ce sont des joueurs de plus-value qui sont des joueurs qui ont des points forts, des joueurs qui peuvent avoir des missions spécifiques, le joueur qui peut être défenseur, le joueur qui peut vous amener une stabilité dans le rebond, qui peut vous amener un danger à la périphérie sur un shoot à 3 points, qui ont un rôle important dans la mesure où ça doit compenser les faiblesses de la colonne vertébrale. Roca Souza, c'est pas la réputation d'être un gros défenseur. Il est malin, il est grand pour sa taille, il est grand pour son poste de jeu puisqu'il fait plus de 2 mètres. Mais justement, à côté de lui, vous devez avoir quelqu'un qui accepte et qui ait un rôle défenseur qui justement puisse cacher un petit peu la faiblesse de ce type de joueur, de joueur de la colonne vertébrale. La rentabilité ou leur rentabilité de ces joueurs vous permettront de dépasser vos objectifs. Vous avez un joueur dangereux à 3 points. Le jour où il est capable de faire une grosse série, eh bien, vous êtes capable de battre, de faire une grosse performance et de battre une équipe qui a une division peut-être supérieure. 2 extérieurs, 2 intérieurs, c'est ce qui me semble intéressant, de manière à avoir entre les joueurs de plus-value qui vont amener un avantage à l'équipe et la colonne vertébrale, ça vous donnera 7-8 joueurs de manière à continuer à construire votre équipe. Quand je dis 4 à 5 joueurs, c'est évident que de temps en temps, vous avez une équipe de 10, vous avez une équipe de 12, ce sera un petit peu différent. Les derniers joueurs, qui sont des joueurs à potentiel, des joueurs jeunes, talentueux, qui peuvent avoir une dimension athlétique, ou de la taille. Par exemple, cette année, j'avais des joueurs comme Elias Kerzan, qui est un jeune meneur de jeu, qui avait la capacité à défendre très fort, à être rapide et à être un petit peu, je veux dire, foufou, mais amener de la folie dans le jeu, apporter de la fougue, de l'énergie et de la vie au groupe, parce que quand vous avez des joueurs d'expérience, vous pouvez très vite tomber dans une monotonie un peu, et des jeunes, de temps en temps, amènent de cette fraîcheur qui peut être intéressante pour que le groupe ne ronronne pas. Le rôle, c'est quoi? C'est d'apprendre au contact des joueurs d'expérience et d'apporter un bonus. Un bonus, c'est quoi? En fait, c'est que ces joueurs-là, ils ne peuvent apporter que du bonus. Vous n'attendez pas grand-chose de ces joueurs-là. Vous les mettez sur le terrain. S'ils vous amènent du dynamisme, de la vitesse, ils volent 1 ou 2 ballons, ils sont capables de concrétiser dans le jeu rapide, ils ont un tir ouvert, ils le prennent et ils le marquent, ok, c'est du bonus. Ils le ratent, pas grave, vous leur en voulez pas. Ce sont des gens qui sont là pour découvrir le milieu, le niveau, et de toute façon, vous apprenez, quand vous êtes jeune, vous apprenez lors de ces moments-là. Alors, ce qui est important dans ce type de joueurs, c'est de ne pas les mettre en concurrence. Par exemple, avoir 2 jeunes joueurs à potentiel sur le même poste, sur le poste d'extérieur, vous ne pouvez pas les mettre en confiance, puisqu'ils vont être de la même façon un peu concurrentiels. L'idée d'avoir un jeune joueur sur le poste intérieur et un jeune joueur ou un joueur à potentiel sur le poste extérieur, c'est quelque chose qui est plus favorisant pour la dynamique d'équipe, pour l'idée d'être positif et surtout d'avoir confiance. Hervé, une petite question qui arrive sur les commentaires. Est-ce que cette hiérarchie que tu établis en début de saison, elle peut varier et bouger en fonction de l'évolution de la saison, des performances des gens et du collectif? Alors, d'abord, c'est une hiérarchie que j'annonce très rapidement et que je l'annonce même au moment du recrutement. Quand je cherche à recruter un joueur, je lui donne déjà son rôle dans l'équipe.
Alors c'est facile lorsque vous allez chercher un jeune joueur et que vous lui proposez d'être dans la troisième colonne là, de joueurs à potentiel, c'est assez facile, puisque c'est souvent des jeunes que vous prenez d'une catégorie inférieure et que vous amenez ici. Quand je pense aux jeunes, aux catégories de jeunes, aux U15, aux U18, lorsque vous allez aller chercher un U15 pour jouer dans le groupe U18, il y a une différence d'âge. Ça paraît tout à fait logique que le joueur soit dans le groupe des joueurs à potentiel. Lorsque vous recrutez un joueur qui est dans une équipe moyenne et qui est la star et que vous lui proposez de venir pour être une plus-value, certains vont refuser. Mais je pense que c'est important d'avoir cette honnêteté vis-à-vis du joueur pour justement vous ne soyez pas en conflit avec le joueur, qu'il ne trouve pas ce que vous attendiez de lui. Et donc c'est pour ça que moi, lors de mon recrutement, je présente le positionnement dans la hiérarchie, même si cette hiérarchie, elle peut être modifiée pendant la saison en fonction des performances. Ça reste quand même à la marge. Il ne faut pas que justement les joueurs de la colonne vertébrale, au moindre match pas terrible, que vous les changiez de colonne. Vous devez leur faire confiance, vous devez avoir l'idée que les joueurs qui sont dans la colonne vertébrale, vous devez être capable de partir à la guerre avec eux, vous leur faites confiance. Si jamais il y a un joueur qui au bout de quelques matchs ou plusieurs matchs et à répétition, n'arrive pas à se sortir quelque part de cette pression, de cette responsabilité, parce que c'est aussi une responsabilité importante, et certains peuvent avoir du mal à l'assumer, eh bien, la discussion peut les amener, en discutant avec eux, vous pouvez les amener à les mettre dans un rôle de plus-value, d'un joueur qui pourrait devenir, s'il était le meneur titulaire, devenir un meneur plus gestionnaire et avec moins d'impact sur le groupe, que ce soit momentané ou définitif, après une blessure par exemple, où le joueur va peut-être avoir un peu moins d'impact au départ et puis après retrouver son statut. Tu as eu dans ton parcours des expériences sur le secteur féminin et sur le secteur masculin. Est-ce que tu appliques à ces deux secteurs cette articulation et cette organisation d'équipe? Oui, et ça m'a même amené, je me souviens d'une remarque de Clarisse Costaz, qui était une de mes meneuses de jeu à Mondeville. Quand vous présentez ça aux joueuses, il faut être encore un petit peu plus vigilant ou bienveillant surtout par rapport à cette présentation. Puisque Clarisse, par exemple, avait plutôt mal perçu le fait d'être simplement, mais quand je dis simplement, c'est la façon dont elle l'avait perçu, simplement une plus-value pour l'équipe. Alors que quand on dit que il y a des joueuses plus importantes que d'autres, et en même temps tout le monde est important, c'est ça. Quand vous êtes capable d'avoir des joueurs ou des joueuses de la colonne plus-value qui justement amènent exactement ce que vous attendez d'elles, eh bien ce sont des joueurs qui sont capables de vous faire gagner le match, voire de le faire perdre à certains moments, mais c'est justement un rôle important pour pas que justement que tout le monde ait envie de prendre la balle dans les moments importants. Tout le monde doit savoir que dans les moments importants, le ballon il doit passer dans les mains de Roca Souzas pour faire la différence, ou de Hugo Soir, ou de Jarrell Wright près du panier, et qu'il n'y ait pas tout le monde qui veuille la balle, et c'est souvent ce qui peut se passer lorsque la hiérarchie est pas bien implantée. Merci Hervé pour ces réponses. Alors, je vous propose de continuer en avançant vers le collectif, puisque entre la volonté que vous avez de créer votre philosophie de jeu, certains coachs ont eu un jeu très organisé, une volonté très marquée de faire en sorte que les joueurs soient vraiment très disciplinés dans leur jeu, et d'autres coachs ont la volonté de donner beaucoup de liberté. Je pense à Jean-Denis Choulet qui donne beaucoup de liberté à ses joueurs arrière, et souvent ses joueurs étrangers arrière. Vous, il va falloir que vous vous positionnez un petit peu là-dessus et que vous soyez justement capable de récupérer ou de recruter des joueurs qui correspondent à la philosophie que vous avez envie de mettre en place. La deuxième chose, c'est quel type de management vous souhaitez ou vous avez de l'habitude de mettre en place.
Quelles règles de fonctionnement? Est-ce que vous êtes quelqu'un pour qui la discipline, la rigueur sont des choses vraiment très importantes et que ce soit vous qui les imposiez au groupe? Ou est-ce que au contraire, c'est un mode de management participatif du style des handballeurs, par exemple, qui partageaient un peu l'expérience des anciens vis-à-vis des jeunes et qui communiquaient énormément avec le coach pour mettre en place les règles et de faire en sorte que ça puisse fonctionner le mieux possible. Et quels joueurs sont déjà dans l'équipe? Je pense aussi bien aux équipes de jeunes qu'aux équipes seniors. Quand vous passez de U15 à U18, eh bien, il y a des jeunes qui s'en vont de l'équipe, il y en a d'autres qui arrivent. Et quand vous êtes dans un milieu pro, quels sont les joueurs qui sont sous contrat et quels jeunes peuvent intégrer le groupe? Quel type de joueurs vous avez besoin de recruter ou de récupérer pour faire en sorte que les faiblesses de la saison passée, eh bien, elles soient un petit peu masquées ou elles soient corrigées? Quels sont les besoins que vous avez pour réussir en fait les objectifs que vous êtes fixés? C'est quand vous construisez votre équipe, ce sont les questions que vous avez besoin de vous poser et de faire en sorte que les joueurs que vous avez besoin de récupérer, est-ce qu'ils correspondent non seulement au style de jeu? J'ai besoin d'un shooter à 3 points. J'aime bien ce joueur-là. Est-ce qu'il est shooter à 3 points? L'année dernière, par exemple, j'avais fait le constat qu'on avait manqué de deux choses au moins, du shoot à 3 points. Et c'est la raison pour laquelle j'ai recruté Rokas Souzas, qui avait cette capacité-là. Et on manquait aussi d'un joueur capable d'impacter près du cercle. Et Jarrell Wright correspondait à ce profil. Sauf que ces deux joueurs-là, je devais être certain qu'ils correspondaient à mon coaching. Rokas était un joueur qui avait besoin d'un collectif pour s'exprimer. Or, c'est justement le type de basket que je mets en place, où le collectif est quelque chose d'important. Et c'est pas tout le temps le cas. Vous avez un joueur qui peut être un shooter à 3 points, sauf que il ne peut pas forcément rentrer dans votre style de jeu. Et ça, c'est plus difficile. Ça nous amène, sauf si... il y a une petite question, mais tu as déjà commencé à répondre. Et avant qu'on rentre sur la construction de ton équipe, plus particulièrement celle que tu as cette année au STB Le Havre, tout ce que tu mets en place peut susciter chez les joueurs, et notamment leur ego, des difficultés. Comment tu peux nous dire que tu gères ces égos-là dans cette phase de construction, de recrutement, mais aussi tout au long de la saison, quand les performances individuelles ou collectives font bouger la hiérarchie? Vous savez, l'un des moments qui est le plus difficile à gérer, c'est justement quand vous avez un joueur de votre colonne vertébrale qui est un petit peu moins en forme. Et il va falloir lui faire accepter que à ce moment de la saison, il va peut-être falloir qu'il prenne un petit peu moins de responsabilité parce que justement, il n'est pas le plus performant du moment et parmi la colonne vertébrale, il y en a 3 justement. C'est pour justement utiliser lequel des 3 va être sur ce match-là le plus on fire, enfin le joueur qui va être capable de faire le plus de la différence. Les égos sont des choses sur lesquelles vous avez besoin d'intervenir, à savoir qu'il faut surtout énormément échanger avec le joueur, lui faire comprendre, vous savez, pour un joueur comme Rokas Souzas, par exemple, lui faire comprendre que, tiens, tu relèves de blessures, laisse le jeu encore venir à toi, ne prends pas trop de responsabilités pour le moment parce que tu n'as pas encore complètement tes jambes. Eh bien, il faut arriver à lui faire comprendre ce message, à lui expliquer qu'il lui faut un petit peu de temps pour revenir de cette blessure, par exemple. Moi, c'est un des moments que j'ai eu avec Rokas cette année, qui avait été excellent sur une partie. Et après un moment un peu moins bien de blessure, eh bien, il a voulu rejouer et remontrer tout de suite aux autres joueurs, que la star de l'équipe, c'était lui. Or, en fonctionnant comme ça, après un arrêt de 2-3 semaines, vous avez besoin de vous remettre dans le rythme et il faut laisser le jeu revenir et progressivement, il retrouvera sa place, mais lui montrer que la patience et le travail, c'est quelque chose d'important.
Merci Hervé. On va enchaîner plus particulièrement avec la construction de ton équipe actuelle et je pense que ça permettra d'illustrer tous les propos que tu viens de tenir. La structure de l'équipe, d'abord, en fonction de votre budget, quand vous avez une équipe professionnelle, en fonction de vos équipes de jeunes, vous avez la capacité à avoir des structures d'équipe qui peuvent être un peu différentes, avec 7 joueurs ou avec 9 joueurs. Le plus souvent, c'est 9 joueurs. Ça va rarement au-dessus de 9 joueurs, sauf pour les équipes d'Euroleague. Je sais que, par exemple, certaines équipes d'Euroleague ont jusqu'à 15 joueurs, mais avec de toute façon des joueurs entre les joueurs à potentiel, les joueurs plus-value et la colonne vertébrale. On retrouvera encore ces 3 colonnes, ces 3 types de joueurs. Une structure d'équipe à 7 joueurs, il y a une chose qui est importante, c'est de voir que de toute façon, moins on va avoir de joueurs, plus on va jouer sur la polyvalence, sur des joueurs qui vont être capables de jouer sur plusieurs postes de jeu. Un meneur pour un poste sur une structure à 7 équipes, à 7 joueurs, un meneur typique, mais aussi avoir un joueur qui soit capable de jouer meneur et poste 2. Parce que justement, il y a juste un seul poste 2, donc il faut être capable de lui donner des rotations à certains moments, être capable aussi de pallier à une blessure, à des fautes, à des jours de méforme, pour être capable de faire en sorte que l'équipe continue à jouer. Donc la polyvalence sur les équipes à 7 joueurs, plutôt sur le poste 1-2, sur le poste 3-4 et poste 4-5. Alors que plus on va avancer sur une structure à 8 joueurs, eh bien, ce sera peut-être plus le poste 3-2 qui sera polyvalent et le poste 4-5, puisqu'on a 3 joueurs intérieurs. Il y en a un qui est poste 4, l'autre qui est poste 5, et puis un qui est capable de jouer avec les deux en même temps. Si on a notre poste 4 et on joue avec notre poste 4-5, eh bien, il jouera un peu plus près du panier, alors que quand il évolue avec le joueur intérieur, poste bas, eh ben, il aura tendance à s'écarter un petit peu. La capacité à être vraiment très polyvalent pour cette structure à 8 joueurs. Et de la même façon, quand vous avez 9 joueurs, je ne vais pas dire que c'est un petit peu plus facile, mais c'est de faire en sorte surtout d'avoir des joueurs qui ne soient pas identiques, qui aient des qualités un petit peu différentes. Vous voyez, par exemple, une des reproches que je me faisais sur l'équipe de cette année, c'est mes postes 4, Romain Dardenne et Séraphin Saumon, étaient 2 joueurs qui avaient plutôt tendance à vraiment énormément être identiques, à savoir que ce sont 2 joueurs avec une capacité à étirer la défense et à tirer à 3 points, avec des joueurs plutôt au sol, pas forcément très athlétiques ou verticaux. Et c'est une des remarques que je me faisais, avec des qualités intéressantes, des bons joueurs de basket, exactement dans le profil de collectif, de jeu d'équipe que je voulais mettre en place, mais qui, contre certaines équipes, pouvaient souffrir sur une dimension athlétique qu'ils n'avaient pas. Ça nous amène à parler du recrutement. L'objectif du recrutement, c'est d'avoir le plus d'informations possible sur les joueurs. Alors, comment on les prend auprès de joueurs qui ont joué avec eux, auprès d'adversaires, parce que je pense que pour vraiment connaître un joueur, il faut l'avoir connu en tant qu'adversaire avant de le connaître comme partenaire, auprès de joueurs, auprès de la famille, auprès des amis, auprès de l'entourage, parce qu'il faut non seulement connaître le joueur, ce qu'il est capable de faire techniquement. On va dire que c'est presque facile quand vous l'avez vu jouer, quand vous avez vu des vidéos, avec la réserve sur les vidéos qu'on vous envoie jamais, lorsque les agents vous envoient des vidéos, on vous envoie jamais les mauvais matchs, on vous envoie toujours leurs meilleurs matchs, donc il faut avoir un peu de recul, de retenue par rapport à ça. Mais il faut aussi connaître l'homme, savoir que ce joueur-là, il est à droit à 3 points, il suffit de regarder des stats, il suffit de regarder sa mécanique de geste, sa sélection de shoot, c'est assez facile. Connaître l'homme, savoir s'il est travailleur, savoir si c'est un suiveur, savoir si c'est un leader, savoir si c'est quelqu'un qui, dans le groupe, est quelqu'un qui met du lien, qui est capable de créer des interrelations avec les joueurs, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est pour ça que souvent, je cherche à avoir des informations auprès de joueurs, auprès d'adversaires, auprès de coachs
qui ont coaché ces joueurs-là. Vous voyez, par exemple, un joueur comme Rudy Jombi est un joueur qui amène quelque chose au sein du groupe, qui est capable même si c'est en dehors du terrain, être capable d'organiser des repas d'équipe, y compris avec les familles, pour que justement cette dynamique d'équipe, cette dynamique de groupe, elle soit non seulement avec les joueurs, mais aussi avec les familles qui quelque part vivent un peu au rythme des joueurs de l'équipe, des déplacements, et ça c'est quelque chose d'important. Donc connaître l'homme, c'est quelque chose d'important, connaître son passé, où est-ce qu'il a joué avant. Moi j'ai l'expérience de nombreux coups de téléphone de scouts NBA qui étaient intéressés par des joueurs de l'équipe de France U19, je pense à Dan Mokoka, à Bastien Vautier, à Abdou Ndiaye, à Kylian Tidik, des joueurs qui les intéressaient. Et toutes les questions tournaient aussi autour du joueur, certes, est-ce qu'il est travailleur, autour de ses qualités de basket d'abord, mais de l'homme, est-ce qu'il est travailleur, est-ce qu'il arrive avant aux entraînements, est-ce qu'il a eu une hygiène de vie intéressante, est-ce qu'il sort, avec qui il sort, est-ce qu'il boit de l'alcool, est-ce qu'il fume, voilà. Donc connaître l'homme, en plus de connaître le joueur, et surtout connaître l'entourage de la personne, du joueur, des parents, de l'agent, de la femme, de la copine. Ce sont des choses qui sont importantes, et les coachs et les scouts NBA avaient tout le temps référence à comment est la famille, est-ce que la famille accompagne le projet du joueur, est-ce que la famille, par exemple, a été un joueur de haut niveau et n'a pas forcément réussi la meilleure carrière et se repose, enfin, reporte ce qu'il aurait voulu faire sur son enfant. Ce sont des choses qui sont importantes à connaître pour bien connaître les joueurs que vous recrutez. Alors, avant que tu enchaînes, excuse-moi de te couper, il y a plusieurs questions qui arrivent sur le chat. Ma première question, elle va être en lien avec ta hiérarchie d'équipe, ta structure. Tu as pris l'exemple tout à l'heure de Roca Usas et de sa période de convalescence et de blessure. Tu as donc été amené à faire évoluer peut-être d'autres joueurs sur son poste de jeu. Comment tu gères cette période de blessure et où tu fais basculer des joueurs d'un poste à l'autre? Par exemple, l'une des choses importantes à mettre en place, c'est que Roca Souza se blessait, il n'était plus starter, il commençait plus le match. Donc vous mettez quelqu'un qui était au départ sur le banc et qui là va commencer et qui peut justement apporter des choses intéressantes. Et donc là vous préparez le joueur en amont. Alors lorsqu'il y a blessure, c'est évident que c'est facile à faire puisque le joueur blessé, il ne peut pas être concurrentiel au départ à ce moment-là. Mais lorsqu'il revient, c'est là où justement la pédagogie, la psychologie auprès des deux joueurs, parce qu'il y a un moment où Roca Souzas va vouloir reprendre sa place de starter et vous allez devoir remettre un joueur qui était devenu un peu starter, qui pouvait peut-être à un moment estimer que maintenant il avait gagné sa place et il pouvait y rester. Mais voilà, c'est à vous de juger si justement vous refaites un switch. Le joueur qui était plus-value au départ, qui était un joueur de rotation, revient à sa place, ou vous restez comme ça avec la difficulté d'un joueur sur lequel vous comptiez au départ et que vous comptez encore et qui peut se braquer. Donc ce sont des moments charnières dans une saison. Votre capacité à bien faire comprendre l'intérêt de l'équipe de ce choix, du choix que vous faites, est quelque chose d'important. Plus vous réglez vite ce problème-là, plus vite vous revenez au basket, au terrain, alors que vous pouvez. Et en particulier dans les groupes féminins, ce sont des moments vraiment très importants et où la discussion avec la joueuse en particulier est vraiment très intéressante et vraiment très importante. Ce process et cette méthodologie que tu t'appliques quand tu construis tes équipes et tu fais vivre tes équipes, est-ce que c'est la même chose, le même process sur les équipes de jeunes que tu as côtoyé ou si tu te projetais sur une équipe de jeunes? Oui, quand vous vous occupez d'une équipe nationale de jeunes,
vous avez déjà des égos qui sont aussi développés. Je me souviens de discussions avec Adam Mokoka, par exemple, qui avait de l'ambition, qui avait un projet fort de jouer en NBA. Et c'était aussi quelque chose qui faisait en sorte que les responsabilités qu'il voulait dans l'équipe étaient importantes. Alors que à côté de ça, vous aviez un joueur comme Enzo Gudusina qui vivait pour la première fois une sélection nationale et qui lui tout ce qu'on lui donnait, c'était du pain béni pour lui. Il était déjà content d'avoir ça, alors que Adam, lui, de l'autre côté, avait besoin de plus. Parce qu'il avait été déjà champion d'Europe avec les U18 et c'était quelque chose que vous retrouvez en senior, un ego qui peut être développé même avec des jeunes. Donc en fait, il faut justement être capable de faire comprendre ça aux joueurs, tout en étant vraiment vigilant sur l'idée que tout le monde est important et que même s'il y en a qui sont plus importants que d'autres, tout le monde est important. Et ça, c'est vraiment la clé du mode de fonctionnement. Alors, une dernière question qui est liée à ta dernière slide sur le recrutement et notamment comment tu gères, toi, les agents, comment tu fonctionnes avec eux. Voilà. Quelle est ta stratégie quand tu as affaire à ces intermédiaires-là? Alors en fait, ça dépend aussi quand je parle de la structure, c'est la structure du club. J'ai eu des expériences où j'étais en prise directe et fréquente avec les agents, au point de non seulement contacter l'agent pour connaître la disponibilité ou pas des joueurs, mais négocier aussi les salaires. Et avoir contact avec le joueur. Donc j'étais en fait un petit peu général manager, directeur sportif et coach en même temps. Et puis j'ai vécu aussi d'autres expériences où, et c'est le cas cette année au Havre, où en fait il y a un général manager, il y a un membre du directoire qui est chargé du sportif et qui peut avoir contact non seulement avec l'agent et avec le joueur aussi. Moi, j'ai plutôt tendance maintenant à fonctionner avec, je donne des noms de joueurs qui m'intéressent, je peux avoir contact avec le joueur pour lui présenter le projet, je peux avoir contact avec l'agent aussi, mais tous les agents vous diront que leur joueur est quelqu'un de performant et qui est exactement le joueur dont vous avez besoin. Mais tout ce qui est négociation salariale, contractuelle est faite par le général manager, même si je mets des barrières par rapport au fait que c'est pas la peine d'aller au-delà d'une certaine somme, mais ça vous permet justement de vous détacher un petit peu, de pas avoir toute la pression de réussir ou pas réussir une négociation avec les agents. Donc je commence à avoir un peu d'expérience par rapport à ça et ça me permet vraiment de m'enlever une pression qui était énorme. Je pense en particulier à ma période de Mondeville, où là, je pouvais me retrouver un petit peu tout seul au monde par rapport à l'idée, tiens, si je signe pas cette joueuse-là, je sais pas qui je vais signer parce que derrière, il n'y a plus vraiment de profil de joueuse qui m'intéresse. Ma dernière question relative au recrutement, avant qu'on enchaîne sur plus particulièrement ton équipe actuelle, c'est quel conseil tu donnerais à un coach qui se trouve avec un dirigeant qui veut influencer ou avoir un avis sur le recrutement de l'équipe? D'abord, être lui-même et lui dire que l'équipe, elle a besoin de joueurs qui correspondent à sa philosophie. Et même si ce joueur-là a sans doute des qualités, vous n'êtes pas sûr de réussir avec ce type de joueur. Donc, être capable de lui faire comprendre. Je sais avec certains dirigeants, c'est pas tout le temps très simple. Moi, ça m'est arrivé d'avoir un petit peu des joueurs qui m'aient été un peu imposés. Vous savez, c'est aussi le cas quand vous arrivez dans un club. Vous avez un joueur qui est sous contrat, il correspond pas tout à fait au profil que vous avez besoin. Et je parle pas simplement quand profil basket, c'est la personne peut être quelqu'un de compliqué à gérer ou vous n'êtes pas sûr de la gérer.
eh bien, il faut être capable de mettre un peu d'eau dans son vin, de ne pas partir au conflit complètement, de manière à être capable, avec les explications avec le dirigeant, pour essayer de lui faire marche arrière. Et si de toute façon il ne bouge pas, quelles sont vos possibilités? C'est de dire je m'en vais. C'est quand même pas la solution facile. C'est d'essayer de trouver un mode de fonctionnement, de faire en sorte que l'idée que vous avez du groupe, eh bien, permettra de faire en sorte que ce joueur-là, il ira peut-être dans votre sens. Parce que dans le recrutement, c'est aussi des on-dit. Certains joueurs peuvent avoir une réputation qui ne correspond pas forcément à ce que vous aurez de ce joueur-là quand vous l'aurez dans votre équipe. Merci Hervé. Pour les 15 dernières minutes qui nous restent à partager, à échanger avec toi, je vais te laisser nous présenter plus particulièrement ton équipe actuelle et comment tu as construit ton équipe. Quelques règles importantes qui me semblent vraiment capitales pour former notre équipe au niveau du plan basket. C'est la notion de polyvalence. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. La notion de polyvalence pour un joueur extérieur, en particulier au moins un joueur extérieur, capable de jouer sur 2 ou 3 postes, de manière à pallier les blessures, pallier les choix stratégiques de l'adversaire, qui justement, cette polyvalence nous permet de contrer des choix de défense mixte, par exemple, quand vous avez plus de shooters à 3 points sur le terrain, d'attaquer les défenses de zone, par exemple, ou d'avoir des joueurs intérieurs capables d'être polyvalents aussi sur des postes intérieurs et extérieurs. Donc la notion de polyvalence est vraiment quelque chose d'important. Roca Souzas, par exemple, avait cette capacité à jouer sur le poste 2, sur le poste 3, voire sur le poste 4. Même si moi je ne l'ai pas forcément utilisé sur ce poste-là, à Besançon l'année précédente, il pouvait même jouer sur le poste 4 de manière à étirer vraiment les défenses. La deuxième chose, c'est l'importance du poste 4, ce que les Américains appellent le stretch 4, le poste 4 qui étire vraiment la défense, avec une capacité vraiment à s'exprimer derrière la ligne à 3 points, au niveau des passes décisives. C'est un petit peu le poste 4 moderne, c'est le deuxième meneur de jeu sur le terrain. Un joueur comme Romain Dardenne, par exemple, avait une capacité à bien lire le jeu, à être capable de donner des balles sur des passes backdoor, donner des balles sur des relations de passes intérieur-intérieur, la capacité à être aussi capable d'être agressif dans le drive, puisque à partir du moment où vous avez le danger à 3 points, eh bien la défense a tendance à sortir un peu plus fort sur vous, et il faut que vous ayez la capacité à justement casser cette pression défensive qui vous stoppe le tir pour enchaîner sur de la pénétration en dribble. Le poste 4, c'est le joueur qui va vous donner de l'espace sur le terrain, qui va donner de l'espace pour le poste 5. Imaginez qu'un poste 4 qui ne shoote pas à 3 points et que vous avez un gros poste 5 qui joue dos au panier, près du cercle, eh bien, le défenseur du poste 4, il peut donner beaucoup d'aide. Et même si le ballon ressort sur le poste 4, comme il n'est pas dangereux à 3 points, vous le mettez dans une zone qui n'est pas sa zone de confort et où il prendra les tirs avec peu de réussite, et c'est ce que voudra l'adversaire, où il continuera à attaquer en drive, mais le défenseur qui sera allé aider sur le joueur intérieur, eh bien, il sera plus vite placé sur le drive. C'est la même chose pour les joueurs extérieurs. Un stretch 4 qui est dangereux à 3 points, eh ben, libère des espaces pour attaquer en dribble. Je parlais des joueurs intérieurs poste bas, mais c'est la même chose pour les joueurs extérieurs qui pourraient jouer en dribble. Le poste 3 moderne, c'est un poste capable de jouer justement près du panier et derrière la ligne à 3 points. Longtemps, les postes 3 étaient plutôt des gens qui jouaient de haut panier, qui étaient le deuxième joueur de post-up de l'équipe. Et là, maintenant, il faut avoir tendance à ouvrir et avoir la capacité à avoir le plus de joueurs possible à tirer à 3 points. Les équipes d'Euroleague, par exemple, ont sur les 5 joueurs, bien souvent, ont presque 5 joueurs capables de tirer à 3 points, ce qui donne de l'espace pour jouer près du cercle, pour jouer dans les pénétrations en dribble, pour jouer sur les pick and roll. Et c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de jeux de pick and roll pour les équipes d'Euroleague. L'une des choses qui sont vraiment très importantes, c'est avoir la capacité à avoir 2 joueurs
créateur. Cette année, par exemple, Hugo Suard est un joueur créateur, capable de jouer dans le 1 contre 1 dans le drag avec ses qualités physiques et une bonne capacité à jouer les pick and roll. Ça, c'est quelque chose de vraiment important et c'est important d'en avoir un deuxième parce que quand vous avez un seul joueur créateur, au bout d'un moment, l'adversaire, il défonce. À chaque fois que Hugo joue un pick and roll, eh ben, l'adversaire, il lui met une grosse intensité, il fait sortir fort les défenseurs du pick and roll, il prend des coups et il se fatigue. Sur l'ensemble du match, au bout d'un moment, il peut être un peu, on va dire, cramé sur le plan de l'attaque parce qu'il prend des coups. Et de la même façon, de l'autre côté du terrain, en défense, c'est lui qui a à défendre les pick and roll parce que souvent, c'est aussi les meneurs de jeu qui les jouent. Et vous avez besoin d'un relais là-dessus pour justement qu'il y ait quelqu'un d'autre qui lui permette de souffler. Et c'est pour ça qu'il faut 2 joueurs créateurs. C'est pour ça que le basket moderne est souvent joué maintenant, non pas avec un seul meneur, mais avec 2 postes arrière. Et c'est une des remarques que je me faisais de l'équipe où on manquait justement d'un deuxième joueur créateur cette année. Voilà, je pensais que Rokas Souzas avait un peu plus cette capacité. Non pas qu'il n'a pas la capacité de jouer les pick and roll, mais sa taille, puisque c'est un joueur arrière ailier de 2,02 m, fait qu'il peut être bousculé et être en difficulté sur des joueurs qui l'impactent physiquement. Merci Hervé. Pour conclure, j'ai une ou deux questions. La première, qu'est-ce qui t'a amené à construire une équipe comme celle-ci? Est-ce que c'est ta philosophie de jeu qui a fait que tu es arrivé à cette construction particulière? Est-ce que ça a évolué tout au long de ta carrière? Voilà. Ça évolue en fonction du temps où tu restes dans le club. Quand tu arrives dans un club, il y a des joueurs qui sont sous contrat, il y a des joueurs qui sont là. Il faut que tu adaptes un petit peu ton style parce que je pense que quand vous restez longtemps et la réussite de Greg Popovich aux Spurs, par exemple, est celle-là. Il recrute des joueurs qui correspondent à sa philosophie de jeu. Et quand vous restez dans un club, c'est facile. Au début de la saison, lors de votre première saison, vous n'avez peut-être pas exactement les joueurs que vous souhaitez. Mais progressivement, vous arrivez à avoir des profils qui collent parfaitement à votre style de jeu. Vous n'avez sans doute pas la médaille d'or que vous voulez du poste 4 parce que vous n'avez pas forcément le budget, il part dans un plus gros club, mais vous essayez d'avoir le joueur qui correspond ou qui colle le plus possible à votre style. Donc c'est ma première remarque, c'est plutôt autour de ça. J'ai un style de jeu qui est bien marqué où la notion de partage ou la notion de collectif est quelque chose d'important. Et à partir de là, je cherche des joueurs qui collent à ma personnalité, à ma philosophie de jeu. Mais encore une fois, il faut être capable aussi de s'adapter un petit peu parce que de temps en temps, vous n'avez pas tout à fait le même profil. Et c'est pour ça que, et on y reviendra sans doute lors d'une prochaine intervention, mais c'est pour ça que vous ne pouvez pas avoir exactement tous les mêmes systèmes d'une année sur l'autre, puisque vous n'avez pas tout à fait les mêmes joueurs. Tout le monde est différent, et tant mieux. Tout le monde a des qualités différentes, et tant mieux pour faire en sorte que tous les coachs n'aient pas le même basket et qu'à certains moments, on soit capable justement de poser des problèmes à un adversaire qui pourrait avoir recruté le même profil d'équipe. Donc ma dernière question, elle sera la suivante. Tu parles beaucoup de Rokas Souzas sur le poste 3 aujourd'hui dans ton équipe du STB Le Havre. Est-ce qu'on peut dire que dans les équipes que tu as construites à la fois dans le secteur féminin et dans le secteur masculin, le poste 3 était un poste clé et avait à peu près les mêmes caractéristiques que tu as évoquées aujourd'hui? Je pense que c'est vraiment un poste important. Je pense que d'abord, il faut vraiment que je parle du poste de meneur de jeu. C'est le premier joueur que je cherche à recruter, c'est d'abord le poste de meneur de jeu. Le deuxième poste, c'est sans doute le poste de pivot. Mais pourquoi j'ai parlé de Rokas Souzas, c'est que au moment où je le recrute, j'ai un joueur français qui fait le choix de partir dans une division supérieure.
Et je me retrouve à chercher un poste 2 français, mais comme on a fini la saison très tard l'année dernière, puisque la finale était le 16 juin, la majorité des joueurs qui correspondaient au profil avaient déjà été recrutés. Donc j'ai fait le choix de changer mon fusil d'épaule, et au lieu de garder mon meneur étranger, j'ai switché entre un meneur français et prendre un poste extérieur qui avait des qualités d'adresse qui me manquaient. Sauf que Rocas, il est plus un poste 3, mais que j'ai fait jouer au poste 2, et c'est pour ça qu'on a eu quelque part des difficultés sur la création, mais je le savais. Sauf que si je me regarde de plus près sur mes différentes équipes, BG Montero, qui était mon poste 3 à Caen, était un joueur autour duquel j'avais fait jouer l'équipe. C'était mon joueur créateur, c'était mon joueur capable d'avoir dans les moments importants, le ballon entre les mains. Et de la même façon, lorsque j'ai été à Mondeville, une joueuse qui m'a marqué, qui est Amchetou Maïgaba, était aussi une joueuse capable d'alternance entre le jeu de drive, le jeu près du panier, et puis sa capacité à shooter extérieur. Une des qualités de ce poste-là aussi, c'est la capacité justement de bien comprendre des joueurs intérieurs, puisque de temps en temps, ils vont jouer de haut panier, et de comprendre les joueurs extérieurs. Et ce qu'ils font d'eux, bien souvent, je pense à BG Montero, je pense à Amchetou Maïga, qui font d'eux des leaders. Et des gens, pas forcément des leaders vocales, comme pourraient l'être souvent des meneurs de jeu. Je pense à Caroline Aubert à Mondeville, je pense à Philippe Da Silva à Caen, par exemple. Mais des leaders par rapport à leur basket, par rapport à leur culture, leur expérience, leur connaissance du jeu. Et Rocas, BG, Montero ou Amchetou Maïga avaient un petit peu ces qualités identiques. Merci beaucoup Hervé pour l'ensemble de ces réponses et ce partage-là. On connaît mieux le personnage et on connaît mieux ta philosophie et tes process de management quand tu construis tes équipes. C'était vraiment très enrichissant ce partage-là. Vous pourrez donc retrouver l'ensemble des contenus qu'Hervé vient d'aborder sur la chaîne YouTube, et le PowerPoint sera en description. On vous retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos live, on l'espère. Et en tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage dans cette période de confinement. Merci Hervé, bonne journée et bonne journée à tous. Merci à tous.